L'épisode de cette semaine est présenté par ma boutique en ligne d'équipements de sport et de plein air préférée, Altitude Sport. Ils ont plus de 40 ans d'expérience, 400 marques, plus de 60 marques canadiennes. Et moi, ce que j'aime le plus d'Altitude Sport, c'est vraiment leur livraison rapide. Dernièrement, j'ai commandé un bracelet de fréquence cardiaque Coros que je mets sur mon bras et c'est arrivé le lendemain. Tu peux pas demander mieux. J'ai fini ma course en me disant, ça serait cool d'avoir ça. Puis avant ma course du lendemain, je l'avais. Fait que c'est comme si j'étais allé au magasin le chercher, ultra facile. Et là, Roman, qui est avec moi encore aujourd'hui, va me donner des hot takes sur lesquels je vais réagir en temps réel. J'ai pas entendu les hot takes. Roman, je t'écoute. Courir sur un tapis, c'est trop facile. Il n'y a que les sorties à l'extérieur qui te feront progresser. Complètement en désaccord avec ça. Courir sur un tapis, ça a plusieurs avantages. Premièrement, tu peux avoir ta nutrition à portée de main. Tu peux t'assurer vraiment de consommer le nombre de glucides que tu veux. Tu peux avoir une intensité très, très, très calculée. Donc, tu peux faire des longs tempos en t'assurant de travailler vraiment dans les zones que tu veux. Et tu peux aussi, si tu trouves que c'est trop facile et que ça ne représente pas assez l'extérieur, ben tu peux mettre des pentes autant vers le haut que vers le bas. Moi, je trouve que le tapis roulant, c'est un super ajout. J'adore courir sur un tapis. Je me mets de la musique, des podcasts, une série. J'adore ça. Les coureurs non élites réfléchissent beaucoup trop aux chaussures et devraient plutôt s'entraîner plus dur ou plus intelligemment. Moi, je pense que oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que les chaussures, on y pense énormément. C'est important d'avoir la bonne chaussure pour votre pied, mais je pense qu'on réfléchit beaucoup à l'équipement. Moi, personnellement, j'adore ça, geeker sur l'équipement. Mais effectivement, que le nerf de la guerre, que tu changes ta paire de chaussures pour une chaussure dite plus performante, va pas avoir ça va être des gains marginaux versus la science de l'entraînement, puis comment fort est-ce que tu t'entraînes ou comment intelligemment est-ce que tu t'entraînes. Trop de sportifs d'endurance sous-estiment la musculation. Ah, définitivement. Je suis le premier à faire ça. Je suis le premier à négliger la musculation et comme de fait, quand je commence à monter le millage, ben je me blesse parce qu'il y a des faiblesses à des places. Puis la musculation de renforcement, c'est pas la chose la plus sexy, c'est pas la chose la plus fun, mais c'est extrêmement important. Puis là, je vous dis ça, mais je me le dis à moi en premier. Merci beaucoup, Altitude Sport. Vous pouvez utiliser le code promo UPICA pour jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Tous les détails sont dans la description du podcast. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est un coin du geek avec Charles Castonguay, mais on est accompagné de la docteure Valérie Bélanger, qui a un doctorat en médecine du sport. Qui a aussi été accessoirement athlète au Rouge et Or d'athlétisme. Je pense qu'il faisait du 1500 et du 3000 mètres. Bref, on voulait se questionner sur la qualité de l'air. Parce qu'on le sait, dans les dernières semaines, les derniers mois avec les feux de forêt, on se retrouve souvent dans des situations où est-ce que l'indice de qualité de l'air est vraiment mauvaise. Puis on se demande, est-ce que je devrais aller courir quand même? À quel point est-ce que ça nous nuit? Quels sont les dangers? Donc, on voulait recevoir une experte sur le dossier qui allait pouvoir nous en parler et c'est ce qu'on a fait. Je vais pas m'attarder en introduction parce que je vais vous laisser écouter le podcast pour voir quelles en sont les conclusions de cette conversation-là. Le podcast est présenté par UPICA. UPICA, c'est la place, la compagnie, devrais-je dire, pour vos besoins d'alimentation sportive. Allez sur upica.ca pour voir toutes nos gammes de produits. Ça va du Upica Endurance, qui est notre intra-workout, jusqu'au Upica Récup, qui est notre produit de récupération. Et bientôt, plus de gammes de produits qui s'en viennent. Je sais que ça fait une couple de fois que je le dis, mais je vous jure, ça approche. Donc, utilisez le code promo UPICA Podcast pour 10% sur votre première commande. Et sans plus attendre, bon podcast. Bienvenue. Merci de ton temps aujourd'hui dans ton bureau. Merci de nous faire du temps pour ça. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu as déjà fait des podcasts comme ça ou des conversations comme ça? C'est la première fois que je fais un podcast. C'est une première?
Ben, à l'habitude, elle fait des conférences devant des médecins spécialistes à l'international. Fait que c'est ça, c'est moins intimidant le podcast. Là. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est quand même dans l'air du temps, parce que dernièrement, n'importe qui est sorti dehors a vu de la boucane, a entendu parler de la piètre qualité de l'air. À Montréal, je pense, a été pendant 2 jours une des pires places au monde, vraiment sur la liste des pires villes au monde. Donc, de plus en plus, on va vivre avec cette réalité-là. Donc, aujourd'hui, on va en parler plus largement, mais aussi d'un point de vue sportif. Et je vais laisser Charles prendre la conversation, puis moi, je vais intervenir quand que je pense qu'on comprend pas assez qu'est-ce qui se passe. Donc, Charles, je te laisse leader ça. Ben, merci Valérie de ton temps. On sait qu'il est précieux d'ailleurs. C'est ça, avec les feux de forêt, là, il y a plusieurs événements qui se tiennent. Puis je pense qu'aujourd'hui, le but, c'est pas que les gens se sentent mal d'aller faire du sport dehors quand il y a une mauvaise qualité de l'air. Là. Moi, je le fais de temps en temps aussi parce que j'avais X kilomètres à courir. Puis si je le fais pas, je me sens encore plus mal que si j'allais le faire avec une mauvaise qualité de l'air. Donc, c'est vraiment juste pour prendre conscience de c'est quoi l'impact sur notre santé. Puis comprendre un peu le phénomène. Qu'est-ce que ça cause dans notre corps, en fait. En général, là, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi les impacts, même si on ne fait pas de sport, là, juste de la pollution atmosphérique, sans parler de quantité là, faramineuse, mais juste la pollution atmosphérique générale sur le corps. C'est quoi? Moi, j'ai quelques études là, puis toi, tu en as lu aussi. C'est quoi qu'est-ce qu'on dénombre comme effet sur l'organisme en général? Ben, c'est sûr que la respiration, la pollution dans l'air, ben, ça passe nécessairement par le système respiratoire. Donc, si on y va par système, il y a certainement une atteinte là, au niveau pulmonaire. Les gens qui font de l'asthme, les gens qui ont des maladies pulmonaires chroniques vont être plus à risque là, de décompensation, certainement, quand la qualité de l'air est moins bonne. Ça peut donner, là, on a même répertorié là, une augmentation du cancer du poumon en lien avec la pollution. Après ça, ben, il y a d'autres systèmes qui peuvent être touchés parce que quand les métaux, les solvants, les gaz vont dans le sang, ben, ça peut atteindre l'hémoglobine. Donc, ça peut donner une atteinte là, au niveau sanguin, plus de difficultés cardiaques, cardiovasculaires à l'effort parce qu'il y a des toxines dans le sang qui font en sorte qu'on a moins de facilité à pomper le sang puis à absorber l'oxygène pour les tissus. Après ça, ben, il y a aussi tout au niveau des muqueuses. Donc, il y a des polluants dans l'air qui peuvent faire en sorte qu'on a des problèmes au niveau des conjonctives des yeux, au niveau de la peau. Dans le fond, ça peut toucher un peu tous les systèmes, je dirais, mais principalement le système pulmonaire, là, bien entendu. Puis c'est sûr que les gens qui s'entraînent, les athlètes, ben, ils ont besoin de leurs poumons. Là. Donc, ils sont probablement très touchés par les conséquences de la pollution. Là. Ouais. Puis dans le fond, j'ai été sur le site de l'OMS, puis j'ai été voir les études qu'ils recommandaient de consulter, puis on voit clairement, par exemple, il y a quand même une grosse méta-analyse là, qu'eux, ils publient 196 articles quantitatifs, puis ils disent qu'il y a quand même une association claire et robuste entre l'exposition au PM10 puis au PM2.5, on en parlera tantôt, c'est quoi? Même le NO2, même l'ozone, avec justement les risques associés de mortalité cardiovasculaire, respiratoire et cérébrovasculaire. Fait qu'il y a quand même un lien entre la pollution atmosphérique, on va parler aussi des feux de forêt, et, mettons, cette augmentation-là ils appellent ça comment on appelle ça? C'est le risque relatif de mortalité et morbidité de mortalité la pollution. toute cause, qu'ils disent. Oui, donc c'est sûr qu'il y a une certaine augmentation de la mortalité et morbidité. Bon, après ça, ben, on peut se questionner. Il y a beaucoup de choses en ce monde qui nous créent de la mortalité. Ouais, probablement que le brocoli. Donc, juste d'être assis sur nos fesses peut nous faire en sorte qu'on a plus de mortalité, de chances de mort, dans le fond, que quelqu'un qui est actif. C'est la même chose que dire, ben, quelqu'un qui fume, par exemple, a plus de chances d'avoir un cancer du poumon, de mort ou de morbidité. C'est toutes les maladies qui peuvent émaner du fait, par exemple, de fumer. On sait que l'activité physique, à l'opposé, ben, c'est bénéfique, ça permet de diminuer la mortalité puis la morbidité. Puis on sait même que les gens qui ne font pas d'activité physique, c'est pire que de fumer.
Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut aussi relativiser les choses. Tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, l'eau qu'on boit, probablement qu'elle a des toxines puis qui fait en sorte qu'on a une certaine morbidité peut-être altérée par rapport à d'autres endroits où la qualité de l'eau est meilleure. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il faut en prendre et en laisser, mais c'est un bon point que les athlètes qui respirent beaucoup de particules, de PM, peuvent en avoir des conséquences. Là. Ouais. Moi, j'entends depuis le début de la conversation, qu'est-ce que ça peut faire, la pollution. Puis là, on parle d'augmentation de morbidité, mortalité. À partir de quel niveau? C'est ça la question qu'on se pose, parce que moi, j'entends aussi que pour les gens asthmatiques, ce qui est mon cas, ça peut être pire. C'est quand même très anxiogène. Ouais, c'est ça, les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, c'est quand même anxiogène d'entendre tout ça. À quel point est-ce que on est dans marde présentement? Tu sais, avec les étés qu'on vit, à quel point c'est drastique, tu sais. Ben, vas-y. Ben, dans le fond, les chiffres de risque relatifs sont très, à mon avis, sont très faibles, là, parce que les chiffres qu'on a relatés, c'est 1,00 quelque chose. Là. Ouais. Donc, tu sais, c'est une augmentation de 1 millième ou un centième donc, c'est très minime. Là. C'est pas comme si tu respires l'air pollué puis tu as 2 fois plus de chances de mourir demain matin. Là. Fait que, tu sais, c'est très, très faible là, comme impact, mais c'est présent quand même, donc il faut le souligner. Est-ce qu'une personne qui a une condition asthmatique ou cardiovasculaire a encore plus de chances, justement? Là? Je pense que la réponse est oui, là, probablement. Mais mettons de développer des problématiques par rapport à ça. C'est sûr que quelqu'un qui a une condition prémorbide, qui a déjà de l'asthme, ben, il va peut-être avoir plus de chances d'avoir une exacerbation de son asthme. Mais quelqu'un qui est sain, ben, à quel point ça va changer sa vie puis lui créer un problème? On n'a jamais vraiment démontré nécessairement que ça allait créer de l'asthme nécessairement, par exemple. Mais ça appelait à l'esprit que ça fait partie de tout ce qui s'accumule dans notre vie puis qui mène à un moment donné à la mort. Ouais. Ben, une petite anecdote comme ça, quand j'étais plus jeune, j'avais fait un stage en pathologie avec un médecin qui était pathologiste. Puis... vous pouvez fermer vos oreilles si ça vous dégoûte, mais en ouvrant la cage thoracique, on s'en va vers les poumons, puis il me montre les poumons, puis il me dit observe les poumons, puis là je suis comme ils sont noirs quand même, puis il fumait, c'est une personne qui fumait. Il me dit non, c'est juste la pollution atmosphérique. Il dit il y avait la moitié du poumon qui était noirci, l'autre qui était rosé, puis j'étais comme c'est à ce point-là, juste même pas fumer, puis juste comme vivre normalement, ça a cet effet-là sur ton tissu, là, c'est quand même intense, là. C'est intéressant. Fait que, mais c'est ça, là on parle de la pollution atmosphérique. Quand on parle, mettons, des feux de forêt, parce que là c'est la question à la mode, les particules qui amènent, c'est ce que j'ai lu, puis tu peux me dire si je me trompe, c'est les PM2.5 qui sont les particules qui sont les plus fines puis qui seraient un peu plus nocives justement pour la santé. Il y a d'autres polluants aussi, mais apparemment, selon mes lectures, quand ces particules-là sont plus... c'est la quantité de ces particules-là est plus élevée dans l'atmosphère. Ben, jusqu'à un certain degré, c'est correct, mais après une certaine limite qu'on va élaborer un petit peu plus tantôt, ça devient quand même plus nocif puis c'est moins recommandé d'aller à l'extérieur. Là, tu sais. En effet, notre système est fait de telle sorte qu'on filtre l'air qu'on respire. Les grosses particules, on va les filtrer plus facilement. Il faut voir ça comme un fil, comme une passoire à spaghetti. Ben, les plus petites particules, donc les 2,5, puis même il y a une catégorie là, encore plus petite de 0,1 micromètre. Ces particules-là sont tellement fines qu'ils vont être pas filtrés par nos cils dans nos bronches. Ça va se rendre jusqu'au niveau des alvéoles, des poumons, puis dans les capillaires sanguins, puis ça va être absorbé dans la circulation systémique. Donc, c'est pour ça que les plus petites particules, dans le fond, sont plus à risque d'être nocives pour la santé. Ouais. C'est celles-là qu'on va se préoccuper. Puis est-ce que ça se loge, est-ce que c'est juste dans la circulation sanguine ou ça va se loger dans les organes, dans les tissus, puis il y a comme une accumulation qui se fait? Ou puis est-ce que c'est réversible avec le temps ou ça fait juste rester là? Puis, Bien, ces particules-là vont être transportées dans les tissus via la circulation sanguine. Puis le corps va être certainement capable d'éliminer une partie d'eux, mais il y en a certainement qui va rester aussi là, au long cours. Là. Ouais.
OK. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on dialoguait par texto hier soir, puis qu'on veut amener ça vers la discussion un peu plus sportive, parce que là, on est au Epica podcast, puis c'est plus vers le sport qu'on se dirige, justement. Puis moi, j'avais la présomption de croire que, justement, vu qu'on va faire du sport d'endurance, de l'intensité à l'extérieur, ben mettons qu'on va parler de niveau tantôt, de chiffres, mais mettons qu'on est au-dessus de 150, ou c'est des chiffres qu'on va élaborer un peu plus haut, qui est très élevé selon la charte là, de pollution atmosphérique. Ben, c'était pire parce que tu as un débit respiratoire qui est augmenté. Donc, il y a une quantité d'air total. On parle pas juste d'oxygène, on parle juste de l'air qui rentre dans tes poumons, qui est vraiment augmenté. Fait que moi, je me disais, c'est sûr qu'il y a plus de particules qui rentrent en toi. Mais là, tu m'as envoyé 2 études hier. C'est 2 études, c'est pas 1 million non plus, là, c'est pas 150, mais qui prouvent un peu le contraire. Puis juste pour vous montrer à quel point c'est un peu contre-intuitif, dites-vous qu'on a 6 à 8 litres d'air qui rentrent par minute quand on est une personne normale qui respire à, je pense, c'est 12 à 20 respirations par minute. Ouais. Quand on augmente, mettons, on va parler en termes de sport parce que les gens aiment ça à ce podcast-ci. En termes de sport, quand on tombe en zone 2, on tombe à 30-40 respirations minute. En zone 3, tempo, c'est 40 à 55. En zone 4, on parle de 50 à 70. Puis en zone 5, le VO2 max, on parle de 60 à 85 respirations minute. Ce qui nous amène de 6 à 8 litres d'air. Pour quelqu'un qui est sédentaire, on va dire un peu, à VO2 max, on parle de 100 à 120 litres par minute d'air qui rentre. Puis dans les cas des athlètes exceptionnels avec des énormes VO2 max, on parle de 180 à 200 même là, dans les gros. Oui, dans les gros cas. Tu sais, ça, c'est un athlète d'exception, là, on va dire un Blumenfeld de ce monde. Puis là, tu te dis, ben, OK, on passe de 8 à 200 avec une qualité de l'air qui est exécrable. Il doit y avoir quelque chose qui se passe qui est pas bon dans ton organisme. Mais là, justement, je veux que tu nous en parles un peu de ces études-là parce que, contre-intuitivement, il n'y aurait pas plus de dommages créés, là. C'est ça exactement. Donc, c'est des études là, qui ont évalué si à faible ou à haute intensité, s'il y a une différence d'absorption des particules, des petites particules. Puis, dans le fond, ils ont testé 18 athlètes récréatifs qui ont fait des exercices pendant 30 minutes. Un groupe qui ont été là, à faible intensité, l'autre à haute intensité. Puis, c'était quand même là, des niveaux là, de 300 microgrammes par mètre cube. Là, donc, en fait, c'est sûr. Je pense que la charte de l'OMS, c'est pour sortir d'une qualité bonne d'air, c'est 20 microgrammes. Puis dès qu'on passe le 20 microgrammes, on commence à être dans des très mauvaises qualités de l'air, là. Fait que, mettons, 300, on parle de 15 fois la limite qui recommande. 15 fois, on tombe dans le 150 quelques, là. Donc, une charte qu'on va parler tantôt. Donc, c'est une très mauvaise qualité de l'air selon la charte de l'OMS. Tout à fait. Donc, c'était un exercice sur vélo. Puis, ils n'ont pas remarqué aucune différence, là, aucun impact, en fait, sur la fonction respiratoire, sur l'inflammation, sur les niveaux de circulation là, de l'adrénaline, de l'inflammation systémique, puis des NO, des oxydes nitriques là, circulant dans le sang. Puis, en plus, dans les 2 groupes, les paramètres étaient même meilleurs pour les gens qui s'entraînaient à plus haute intensité. Donc, on peut se questionner. Là, les paramètres, tous les résultats? Non, mais en fait, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les 2 groupes, mais les paramètres étaient un peu mieux chez les gens qui... Excusez-moi l'expression, mais se crissaient un peu plus à bloc. Ouais, je comprends. Mais c'est ça, ceux, dans le fond, qui étaient à plus faible intensité d'effort, ils ont eu, par exemple, ils ont plus augmenté leur ventilation. Dans le sang, il y avait dans le fond, plus leur coût d'oxygène, en fait, était plus élevé. Donc, c'est comme s'ils performaient moins à l'effort que ceux qui étaient à haute intensité. Donc, bref, l'étude n'a pas pu démontrer que si on est exposé à une très mauvaise qualité de l'air, qu'on va avoir des gros impacts immédiats. Parce que c'est des impacts immédiats ce qui sont mesurés, là, c'est pas 10 ans plus tard. Puis, ils n'ont même pas montré que si on est à plus haute intensité, donc si on ventile plus, qu'on a plus d'effets nocifs, au contraire, le système a l'air de mieux s'adapter quand on est à haute intensité. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Il faudrait qu'on
expliquer ça, en fait. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui font qu'à haute intensité, on mobilise différemment notre système, on filtre différemment l'air, puis on est plus productif pour absorber l'oxygène, peut-être. Mais, c'est ça, parce que ce serait la théorie. La première théorie, ce serait que le corps s'adapte juste plus à haute intensité. À des conditions comme celle-là. Là. C'est ça. Puis par quel mécanisme est-ce que les petites particules dans l'air sont moins absorbées chez les athlètes à haute intensité? Aucune idée. Est-ce que c'est aussi parce qu'on avait seulement étudié 18 athlètes? On a juste... on n'a pas beaucoup d'études à se mettre sur la main non plus pour en avoir le carnet. Je pense que ça prend plus d'études pour mieux évaluer la question. Mais c'était quand même une étude qui était bonne, je pense, qui était dans ton document des... Oui, c'est dans le fond une étude qui est bien documentée là, dans les recommandations de l'Académie canadienne de médecine du sport et de l'exercice. Fait que c'est quand même une source qui est fiable. Si on peut pas se fier à ça, je vois pas qu'on peut se fier dans la vie. Là. Mais dans le fond, je pense que la conclusion de ça, c'est il y a quand même des recommandations qui se font au niveau de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, puis même de Santé Canada, on pourra en parler tantôt. Donc, le but, c'est pas que quand vous avez une très mauvaise qualité de l'air, d'aller faire du VO2 max. Je pense pas que c'est ça la conclusion, mais je pense que la conclusion, c'est que quand il y a une mauvaise qualité de l'air, si vous faites de la haute intensité ou de la basse intensité, il n'y a pas vraiment de différence. On n'a pas plus peur de faire de la haute intensité? Est-ce que c'est-tu quelque chose que je suis correct ou... Ben, ça plairait à l'esprit que l'étude, elle n'arrive pas à la conclusion logique, là, parce que normalement, plus on ventile, plus on absorbe, plus on devrait avoir moi, des c'est ce que j'avais en logiques, tête. Là, mais on n'a jamais pu le démontrer. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un que s'il va s'entraîner à haute intensité, que nécessairement, c'est si mauvais que ça. Mais ça plaît à l'esprit. Donc, c'est sûr que si on a une très mauvaise qualité de l'air, ben, si on est capable de modifier nos activités pour éviter d'être exposé, ben, ça peut plaire à l'esprit, ça peut être logique d'utiliser le gros bon sens à ce moment-là. Mais bref, si on n'a pas accès à un autre mode d'entraînement, comme par exemple quelqu'un qui fait de la course à pied, on peut lui dire, ben, au lieu d'aller courir à l'extérieur, cours à l'intérieur sur un tapis ou sur une piste d'athlétisme, puis ça va éviter d'être exposé aux petites particules. Mais quelqu'un qui fait un sport, par exemple, je sais pas moi, du canoë-kayak, puis là, lui, il faut qu'il aille à l'extérieur, puis c'est vraiment très pollué dans la ville là où il veut aller, ben, il y a peut-être moins d'options de faire son sport que le coureur qui peut aller à l'intérieur sur son tapis de course. Donc, je pense que c'est ça. Puis c'est pas tout le monde qui accède non plus à un tapis de course. Monsieur, madame, tout le monde, ils n'ont pas ça, tout le monde, dans leur salon. Non. Fait que c'est pour ça que c'est à prendre et à laisser, dans le sens où, pour moi, en tant que médecin, je trouve que c'est bien plus important de promouvoir l'activité physique que d'aller empêcher les gens de s'entraîner dû à la pollution atmosphérique. Mais s'ils sont capables de moduler leur activité pour éviter d'être exposés, surtout les asthmatiques puis les gens qui sont à risque puis qui ont plus une fragilité, ben pourquoi pas? Oui, exact. Fait que dans le fond, ce qui en revenait à l'étude à la fin qui disait, ben, essayer dans des conditions qui sont très, très mauvaises de réduire un des paramètres, soit un peu l'intensité, soit la durée peut-être aussi. Fait que tu sais, joue avec tes paramètres. Si tu as des intervalles à faire, ben, essaie de peut-être diminuer la durée totale de ton entraînement pour que ce soit plus short. Puis sinon, ben, si tu avais 5 heures à faire, ben, peut-être le diviser en 2, puis peut-être que dans le matin, ça va être moins pire, puis l'après-midi, ça va être un peu plus pire. Tout à fait, parce que généralement, la pollution est moins élevée le matin. Fait que de faire l'entraînement le matin est une meilleure option. Oui, fait. Puis est-ce que tu penses qu'il y a un effet cumulatif? Maintenant, puis là, on parle, parce qu'il y a des gens qui font du Ironman qui nous écoutent, puis de l'ultra qui font des 12 heures. Là. Est-ce que si tu divises ta course en 2, selon toi, c'est-tu mieux que si tu la fais one shot? Mettons, je vais faire 3 heures le matin, 3 heures le soir, au lieu de faire 6 heures continues. Y a-t-il une différence entre les deux ou pas tant que ça? Ben, techniquement, il pourrait, si c'est fait à des moments où la pollution dans l'air elle est moindre, parce que si on pense à s'entraîner en plein milieu de journée, où là, tu as tous les véhicules qui roulent dans la ville, tu as les usines qui fonctionnent à plein régime, puis en plus, tu as la pollution des feux de forêt, c'est peut-être pas le meilleur moment. C'est le matin à 5 heures, quand il n'y a pas beaucoup de circulation sur les routes, ou le soir tard, quand les gens sont rentrés, c'est peut-être des meilleurs moments là, où s'éloigner, aller plus en banlieue des villes ou dans des voies moins passantes. On dit depuis tantôt, ben en fait, ce qui revient, c'est de pas virer fou, de c'est mieux
de s'entraîner que de pas s'entraîner. Se sentir mieux s'entraîner avec une mauvaise qualité de l'air que de pas s'entraîner. C'est pas tout le monde qui a accès à des tapis roulants. Effectivement, c'est pas tout le monde qui peut faire le choix d'aller s'entraîner en dedans. Donc ça revient des choix individuels quotidiens des gens. Mais qu'en est-il des événements? Par exemple, de tenir un ultra trail avec une piètre qualité de l'air, est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'on devrait juste ne pas le tenir? Ou est-ce qu'en ce moment, on n'est pas encore rendu là dans les valeurs de pollution dans l'air ou de qualité de l'air? Là? Ben, si on se fie aux recommandations, dans le fond, de nos collègues de Calgary, tu sais, il y a des niveaux de l'air où c'est relativement moins sécuritaire, notamment pour les gens qui ont des problèmes pulmonaires ou cardiaques, parce que c'est ces gens-là que sur un grand événement, tu ne veux pas te ramasser avec plein de monde malade, puis là, tu envoies tout le monde à l'hôpital, puis tu engorges ton système. C'est pas une bonne façon de faire. On est mieux de prévenir que de guérir. Donc, parce que là, on parle de danger aigu, comme que ça arriverait pendant l'événement? Pendant l'événement, tu sais, quelqu'un qui est asthmatique, qui fait une crise d'asthme, quelqu'un qui est coronarien, puis là, il y a un peu moins d'oxygène dans son sang, puis là, il se tape une crise de cœur, ben c'est pas souhaitable pour un organisateur d'événements. Fait que là, si on sait que la qualité de l'air est mauvaise au point où pour la population générale, on dit aux gens de rester en dedans chez eux, ben là, ça vaut la peine de déplacer l'événement. Ben, c'est ça, dans le fond, les recommandations qu'on a là, par rapport à ça, c'est le Sport Information Resource Center, qui est une filiale de Santé Canada, qui, elle, je ne sais pas pourquoi, là, à travers le monde, je pense que le Canada, c'est le seul qui utilise une cote sur 10. Là. Tous les pays normaux utilisent les chartes de 0 à 1000 ou ben non, de 0 à 150. Mais en tout cas, ce que dit la SIRC, c'est qu'une cote, eux qui appellent entre 1 et 3, donc un risque faible, on peut planifier les activités extérieures. Entre 4 et 6, entre 1 et 3, ça représente entre 0 et 50 sur la charte de IQAir, donc Air Quality Index, là, International Index, là, quelque chose comme ça. Donc, entre 1 et 3, c'est, on va dire 0 à 50 ou 0 à 100. Des fois, c'est pas super clair sur leur site. Qu'on peut maintenir l'activité. Entre 4 et 6 sur 10, c'est un risque modéré. Donc, planifier une version modifiée de l'activité extérieure. Donc, peut-être en durée et en intensité. Donc, là, on parle de probablement 100 à 150. Et c'est là que ça devient un peu plus, comme on dit, à risque pour les gens qui font justement de l'asthme, qui ont des problématiques là, au niveau du cœur et tout. Fait que ça devient un peu, je pense, libre à tous là, de voir est-ce que je peux me le permettre, est-ce que je me le permets pas. Et là, ça serait de voir justement surveiller les symptômes aussi. Parce que là, si tu deviens extrêmement essoufflé et tu n'es pas supposé, ou si tu as mal à la gorge, ou ben non, si tu vois que tu deviens étourdi, c'est peut-être des signes que c'est pas super bon. Et après, au-dessus de 7, donc on parle de 7 à 10, 10 plus sur 10, ben, ils disent de déplacer la séance à l'intérieur ou de reporter justement le moment. Puis ça, c'est des indices de qualité de l'air. Je pense je pense pas qu'ils sont de 150 et plus, là, justement, sur la charte. Là. Puis après ça, c'est de choisir à quel moment l'événement sera annulé. Je pense que c'est un questionnement éthique aussi. Là. Ouais. Tu sais, les patients ou les athlètes devraient savoir c'est quoi leurs limites. Donc, c'est sûr que si on va sur le site, par exemple, du gouvernement du Canada, puis on voit que la qualité de l'air est mauvaise, t'es un asthmatique sévère, ben c'est peut-être pas le moment, ce matin-là, de se pointer à la compétition. Un athlète en bonne santé qui est habitué, ben puis qui n'a pas de symptômes pulmonaires, cardiaques ou de maladies à la base, ben est moins à risque là, d'avoir des conséquences aiguës de l'exposition. Puis là, ben, on pourrait... le strat est quand même bien fait, mais d'empêcher des athlètes de compétitionner si le niveau de qualité de l'air n'est pas très mauvais, mais il n'est pas parfait. Après ça, je pense que ça redevient un peu une question d'éthique parce que les athlètes vont être fâchés, ils ne peuvent pas compétitionner. Ouais. Puis en même temps, ben, ça protège, peut-être que ça surprotège les gens qui devraient peut-être prendre ça sur eux-mêmes puis dire, ben, moi, je suis asthmatique sévère, fait que ce matin-là, je me connais, je n'irai pas. T'sais. Ouais. Fait que c'est un bon questionnement. On parle des cas, justement, aigus d'un asthmatique qui ferait une crise d'asthme ou de quelqu'un qui a des problèmes coronariens qui ferait une crise du cœur. Est-ce qu'on a assez de données sur le long terme pour comprendre les effets négatifs sur le long terme, s'il y en a? Parce que je pense justement à... Moi, je fais de l'asthme, mais j'ai jamais eu
de crise d'asthme liée à la pollution dans l'air. J'ai jamais eu. Sauf que on dirait que je me dis, puis là, c'est peut-être juste moi qui pense que le corps fonctionne d'une certaine façon, mais je me dis peut-être qu'à la longue, de faire des sorties durant des périodes de pollution qui sont modérées, est-ce que ça va revenir me chercher dans 10, 15, 20 ans? Tu sais, c'est comme une réflexion que je me pose. Chez l'athlète, les conséquences chroniques, on les connaît pas. On les connaît pas. On les connaît pas. J'ai pas vu des. On sait pas qu'il y en a pas. On fait juste pas les connaître. On a des chiffres pour la population générale, mais avec des risques relatifs qui, à mon avis, sont quasi nuls. Fait que là, je suis un athlète qui est exposé en se ventilant plus. On n'a aucune donnée. Là, on a des données en aigu sur des tests d'effort, mais on n'a pas de données chroniques sur les maladies à long terme. Puis ça serait très difficile à mesurer parce que tu sais, tous tes gens sont exposés à des choses différentes dans la vie. Là. Fait que si à la fin de ta vie, tu as telle maladie ou tu meurs de tel problème, est-ce que c'est vraiment la pollution qui t'a donné ça? Ça va être difficile de faire cause à effet. Là. Je comprends. Ouais. Je comprends. C'est ça, donc on le saura. Tu peux pas contrôler un groupe assez longtemps pour être capable de voir tout ça, là. De voir ça sur une longue période. Peut-être en comparant certaines populations, on pourrait extrapoler des causes, mais voilà. Mais je suis pas épidémiologiste, donc peut-être qu'un épidémiologiste te répondrait mieux. Mais bref, à mon avis, c'est une question qui actuellement n'est pas répondue dans la littérature. Est-ce que ça le sera, puis on trouvera moyen? Je sais pas. Je comprends. Ouais. Dans le fond, on va parler un peu justement des codes de qualité d'air, là, justement, juste pour guider un petit peu les gens à travers ça. Puis tu me diras après ton input là-dessus. Mais on parle, si vous allez sur il y a le site de Santé Canada qui est super bien fait. Si vous allez sur d'autres sites comme l'OMS ou des sites comme Purple Air, comme IQ Visual ou IQ Air qui ont des très bonnes chartes, même des applications qui vous disent en temps réel les qualités d'air des villes. Entre 0 et 50, on estime que c'est parfait. On peut faire de l'activité extérieure à plein. Puis ça arrive souvent quand même à Québec qu'on est dans ce range-là. On n'a pas beaucoup de pollution atmosphérique. On en a, là, mais tu sais, ça arrive souvent qu'on est dans le vert quand même. Entre 50 et 100, on va dire que la qualité de l'air est moyenne. Donc, souvent, ça va, avec les PM 2.5 qu'on parlait tantôt, les particules fines, ça peut augmenter là, justement de 2 à, on va dire, je crois c'était 2 à 5 fois la valeur recommandée de PM 2.5 dans l'air par l'OMS. Puis là, ils disent que justement, là, pour ceux qui ont des petites sensibilités, ça serait de voir, surveiller les symptômes, justement, pour voir si ça vous convient d'aller faire de l'activité à l'extérieur. Ensuite, on parlait de la tranche qui est la plus nébuleuse, en fait, c'est le 100 à 150, justement, où on a ici. Puis là, on parlait de si tu es asthmatique, si tu as des problèmes cardiovasculaires, là, il faut vraiment surveiller les symptômes parce que tu veux pas te ramasser, justement, tu veux pas te ramasser à l'hôpital ou tu veux pas faire une crise d'asthme ou faire une crise du cœur à cause de ça. Fait que c'est vraiment de surveiller les symptômes. C'est une qualité d'air qu'on dit moyenne à mauvaise dans cette catégorie-là. Puis là, on parle de 5 à presque 12 fois la valeur supérieure de PM 2.5 qu'on retrouve dans l'atmosphère, qui est recommandée par l'OMS. Recommandé parce qu'eux, ils ne contrôlent pas la qualité de l'air des villes, malheureusement. Ils ne peuvent pas faire grand-chose par rapport à ça. Et tout ce qu'on parle en haut de 150, la cote 150, puis là, ça devient plus problématique. Puis là, eux, ils recommandent, là, on parle de 15, 20. J'ai vu des villes là, qui étaient près des feux de forêt, là, qui étaient à des 700, des 800 des fois. Là, ça, ils considèrent ça comme dangereux pour la santé, là, puis ils disent de fermer les fenêtres, puis de ne pas aller dehors. Là. Mais bref, en haut de 150, ils recommandent selon leur charte, d'éviter les activités en plein air ou de les reporter ou de les faire à l'intérieur si possible. Même de fermer les portes puis les fenêtres parce que les polluants se ramassent à l'intérieur. Puis si tu n'as pas de purificateur d'air, ça reste à l'intérieur. Puis ça rentre par ta fenêtre, puis là, ça reste en circulation. Puis même quand la qualité de l'air est bonne dehors, ben là, ça reste quand même dans ta maison. Fait que après ça, il faut que tu ventiles. Fait que les recommandations sont quand même assez claires. Je pense que la zone grise, un peu, c'est le 100-150 qui dépend. Mais en haut de 150, c'est comme si tu es capable de juste reporter ou de juste aller moins à l'extérieur, c'est quand même pertinent pour cette journée-là. Je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses? Ça fait bien du sens. Il y a toujours une zone grise partout, malheureusement. Fait que c'est plus aux gens, effectivement, qui ont des symptômes ou qui sont à risque de monitorer leurs symptômes puis mettre à
efficacité leur plan d'action, par exemple, en cas d'asthme. C'est sûr que si la qualité est médiocre à plus de 150, tout le monde devrait rester en dedans, évidemment, là, quand il y a des gros feux de forêt. Il y a quelques années, justement, je pense qu'à Kelowna, il y a plusieurs événements qui avaient été annulés en lien avec les feux de forêt. C'était du 200, 250, là, ça n'avait pas de sens. Là. Donc, c'est sûr que quand la qualité de l'air est mauvaise, on ne veut pas que tout le monde devienne malade en aigu. Exact. Donc, c'est ça. Puis quand elle est bonne, profitez d'aller dehors. On va faire un 10 heures de... Si vous entraînez en dedans, fermez vos fenêtres puis ouvrez l'air climatisé ou ventilé. Je pense que c'est assez clair, mais dans le fond, c'est comme la tranche des gens qui sont peut-être plus à risque de voir justement, de prendre un peu leur responsabilité aussi. Puis quand que la qualité est comme... pas à 150 et plus, mais entre les deux branches, justement, de voir, surveiller vos symptômes, puis c'est ça, si tu peux écourter un peu, je sais pas, soit tu dis que tu n'avais jamais eu de symptômes par rapport à ça, là. Mais moi qui en fais pas, mettons, je fais, l'autre fois, on est allé dans la ZEC des Martes, on a fait un 7 heures de course, puis au début, c'était à 50, puis on a fini, c'était à 120. On n'avait pas d'Internet, puis à la fin, j'avais la gorge qui piquait, puis j'avais mal à la tête un peu, là. Fait que j'étais comme, bon, peut-être qu'on a abusé cette journée-là, malheureusement. Puis ça arrive, là, des fois, t'es parti, puis tu l'as pas vu, que ça avait tourné au vinaigre, là, nécessairement. Là. Mais bref, faites attention à votre santé, puis mais amusez-vous quand même. Ouais, c'est ça. Virez pas fou avec ça, je pense. Merci beaucoup pour ton temps. C'était super. Ça fait plaisir. Yes.